la loi sur la fin de vie. Souvenez-vous, il y a un mois, Mathias Vergon. Épidémie de grippe, l'urgentiste Mathias Vergon veut refuser les patients non vaccinés. Le bon Mathias, porte-parole de la médecine macroniste, avait ajouté que le serment d'Hippocrate était bon à jeter aux orties. Face à cette remise en cause de la médecine humaniste, Franck Zégé avait porté plainte devant le Conseil de l'Ordre. Il avait reçu le renfort de 500 citoyens et de députés. Alors Franck, qu'en est-il de la plainte ? Donc, le Conseil de l'Ordre a donc reçu plus de 500 plaintes, dont la plainte d'une députée européenne, la plainte d'un député de la nation française. Et pour le moment, le Conseil de l'Ordre s'assied sur ces plaintes en disant, nous, on donne pas suite. Et ils peuvent le faire parce que le docteur Vargon n'est pas un libéral, mais effectivement un médecin hospitalier. Et donc, effectivement, il y a une voie différente. Il faut que le Conseil de l'Ordre soutienne la plainte, ce qu'ils ne font pas aujourd'hui. Moi, j'ai toujours estimé que c'était du gagnant-gagnant, cette histoire. Soit effectivement le Conseil de l'Ordre suivait les 500 plaintes et obligeait le docteur Vargon à préciser sa position sur la discrimination à l'entrée de l'hôpital, ce qui aurait été un bien pour tout le monde d'être rassuré. Soit effectivement l'autre option, le Conseil de l'Ordre ne suivait pas et du coup le Conseil de l'Ordre se dévoile, c'est-à-dire qu'effectivement le Conseil de l'Ordre protège certains médecins, protège certaines attitudes, certains propos, alors qu'ils ne se sont pas gênés pour suspendre des médecins pour avoir fait beaucoup moins que ça. Donc là, on a pour le moment gagné sur la position du Conseil de l'Ordre, qui paraît assez évidente pour tout le monde. Quant au docteur Vargon, moi, je n'arrête pas. Il y a des voies de contestation, et donc je vais saisir ces voies de contestation, et on va continuer, parce qu'il est hors de question qu'on puisse discriminer les gens à l'entrée de l'hôpital. Bien évidemment, mais s'il est protégé, c'est peut-être qu'il s'intègre, comment dirais-je, dans un mouvement, dans un narratif gouvernemental, parce qu'il conteste aussi le serment d'Hippocrate. Or, nous avons vu la semaine dernière qu'ils ont tenté de voter la loi sur la fin de vie. Ça a été arrêté par le sénateur Ravier. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette Il y a, coïncidence entre les propos de Vargon et la loi sur la fin de vie? il y a un continuum qui est assez évident depuis la Covid. Les mêmes qui ont imposé l'obligation vaccinale, parce qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent, c'était une obligation vaccinale, donc qui ont donc renoncé au libre choix, au libre consentement, sont les mêmes effectivement qui veulent mettre de la discrimination en place. Ce sont les mêmes qui disent que le serment d'Hippocrate, c'est quand même un truc bien désuet. Vous vous rendez compte, dans le serment d'Hippocrate, il y a marqué qu'on ne doit pas tuer les gens. C'est pénible. Et dans le même continuum, ce sont des gens qui sont pour effectivement la nouvelle loi effectivement sur la fin de vie. Et tout ça est dans une ligne impeccable qui est une vraie continuité. Et le Conseil de l'Ordre soutient tout. Le Conseil de l'Ordre était pour l'obligation vaccinale, sans jamais en assumer les responsabilités. Le Conseil de l'Ordre, dans mon histoire, effectivement, accepte qu'un médecin puisse discriminer à l'entrée de l'hôpital. On croit rêver. Le Conseil de l'Ordre ne s'est toujours pas prononcé sur la loi de fin de vie. On les entend pas. On ne connaît pas leur position. Ils suivront certainement la position gouvernementale. Et on Bah, se ils rend compte seront, ouais. qu'effectivement, le Oui, bah, ils sont. contre-pouvoir éthique Oui, n'existe pas. oui, oui. Souvent d'ailleurs, dans les positions de décision, on trouve des macronistes qui ont été nommés pour mettre en place sa politique. Autrefois d'ailleurs, un médecin qui aurait préparé un poison pour un patient, un pharmacien qui lui-même aurait préparé ce poison, il finissait aux assises. Or aujourd'hui, avec la loi sur la fin de vie, il n'y arrive rien. Au contraire, on a tendance à le féliciter. Qu'est-ce que tu penses de cette évolution, de cette inversion de valeur? Alors, moi, aujourd'hui, je ne travaille plus qu'en EHPAD, donc la fin de vie, c'est mon sujet, pas tous les jours, hein, mais j'y suis confronté régulièrement. Alors déjà, mourir, c'est pas scandaleux et il n'y a pas forcément une faute professionnelle derrière la mort d'un patient, hein. À la fin, on meurt, hein. Et donc, effectivement, une autre notion aussi, c'est que la mort égale souffrance, faut qu'on arrête, hein. Moi, je peux vous assurer que j'accompagne des gens qui meurent et qui ne sont pas en souffrance. Donc, on est en train de faire passer dans la tête des gens que mort égale souffrance, souffrance, c'est pas acceptable, et donc, effectivement, il faut abréger les souffrances. Ça sort d'où, ça? Je vous assure que la majorité des gens meurent sans souffrance. Et J'arrive le matin, on me dit, elle est partie dans la nuit, je vais voir la personne, le corps est reposé, il n'y a pas eu de souffrance. La majorité des gens meurent sans souffrance. Et donc, on nous fait passer qu'il faut légiférer à tout prix parce que la mort serait souffrance.
Oula, oula, c'est pas vrai. D'ailleurs, un médecin qui aurait une clause de conscience, qui refuserait de pratiquer la fin de vie, est obligé dans la loi de trouver un autre médecin pour pratiquer cette fin de vie. Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que praticien, justement, en EHPAD? J'en pense qu'ils les trouveront. Ils les trouveront parce qu'effectivement, on est devenu, les médecins ont accepté de devenir comment dire, des exécutants pour ne pas souffrir moralement de leur position. Et donc, c'est pas une majorité. Il y a des gens, effectivement, qui réfléchissent encore à ce qu'ils font. Mais je ne fais qu'exécuter ce qu'on m'a demandé de faire et je rentre chez moi tranquille. Malheureusement, la profession médicale n'est pas épargnée et on sait où ça mène. Donc, moi, dans mon activité professionnelle, je vois des gens qui viennent, qui mettent en place des protocoles à visée de fin de vie, hein, soyons clairs, et qui n'assument pas du tout. Ils disent non, on ne fait que soulager, on ne fait qu'accompagner, alors qu'ils savent très bien que la prescription, elle est faite pour tuer. Mais dans la loi, précisément, si tu as par exemple si la patiente désire cette fin de vie et que tu refuses de le faire, on te demande à toi de trouver un praticien pour faire cette fin de vie. Qu'est-ce que cela risque de te provoquer chez toi quand même? Parce que tu es en quelque sorte dans la mécanique. Alors, ouais, moi je vais vous dire les lois Leonetti telles qu'elles existent, et il y a eu une très bonne intervention de Monsieur Leonetti sur Europe 1, je crois, l'autre jour, qui est parfaitement au clair. Je crois qu'il faudrait toucher à rien. Les lois telles qu'elles existent disent effectivement qu'on doit renforcer les soins palliatifs et effectivement accompagner que les gens ne souffrent pas, et que ces lois aussi protègent du fait que les gens n'ont pas à se sentir coupables d'exister et qu'on doit pas les faire disparaître. Donc, face effectivement à des obligations d'appliquer une nouvelle loi qui serait la fin de vie, évidemment qu'il y aura opposition de ma part. Moi, j'ai un fonctionnement très simple. D'abord, je demande à la personne ce qu'elle veut. Soit elle me le dit, soit il y a les directives anticipées. Et d'abord, on demande à la personne ce qu'elle veut. Récemment, j'ai eu un cas où les soins palliatifs sont venus. Ils n'ont pas demandé à la personne ce qu'elle voulait. Oui, certes, elle avait plus de 100 ans. Certes, elle était fatiguée, mais elle pouvait s'exprimer. Eh bien, on ne lui a pas demandé son avis et on a fait des protocoles pour mettre fin à ses jours. C'est pas acceptable. Donc, ça commencera toujours pareil, quelle que soit la loi. De toute façon, le serment d'Hippocrate, pour moi, il est au-dessus des lois. Les lois, elles sont éphémères. Le serment d'Hippocrate, il est là depuis tellement longtemps que c'est ma Bible. C'est pas la loi d'un député en CDD élu avec un taux d'abstention à 60. Madame Rist, qui a été élue avec un taux d'abstention de 70%. J'ai fait le calcul. Elle représente 10% des électeurs de sa circonscription. Oui, Donc, vous allez me faire croire ouais. Oui, là, que je voudrais cette juste. dame, Oui. oui, Je voulais juste faire une petite digression. 10%, c'est à chaque fois dans une circonscription, c'est à peu près les clientèles macronistes. C'est-à-dire qu'ils exactement. arrivent à mobiliser leurs troupes, et alors qu'en face, eh bien, on ne se mobilise pas, on laisse faire. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait un petit peu changer en France. Il faut arriver à remobiliser les Français contre les macronards. Et je voudrais continuer, Mais mais cette dame oui. donc, qui représente 10% des électeurs d'une circonscription, donc ministre de la Santé, va mettre en place une loi qui m'obligera à faire certaines choses par rapport à une personne qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît pas, qui est un cas particulier pour accompagner sa fin de vie. Et elle va s'imposer à un serment d'Hippocrate qui a plus de 2000 ans. Soyons sérieux. Épouvantable. Dans 6 mois, un an, elle ne sera plus là, plus personne n'entendra parler d'elle. Souvenez-vous de Monsieur Véran, qui a quand même pourri la vie de millions de Français, qui a imposé des vaccinations. Où est-il aujourd'hui? Il n'existe plus. Donc, ce ne sont pas ces gens-là qui vont s'imposer à Hippocrate. Je ne sais pas si vous voyez, Hippocrate, c'est un grand H. Véran, c'est un petit V. Et Rist, c'est un petit R. Et donc, je ne me trompe pas dans mes priorités. D'ailleurs, si on met en place cette loi de fin de vie, alors on utilise une périphrase, hein, vous avez tous compris ce qu'elle désignait, il y a donc bien une rupture de confiance entre le médecin et le patient, puisque le médecin pourrait prendre des décisions contre le désir de son patient. Complètement. Quand je vais voir cette dame qui est dans son lit, qui a donc ses plus de 100 ans, qui souffre effectivement, elle a des douleurs, et que je lui propose de la soulager, elle me croit, elle me fait confiance, parce qu'elle sait qu'effectivement,
jamais, par mon serment, par ma relation, je ne viendrai lui injecter quelque chose qui pourrait mettre fin à ses jours. Donc elle me fait confiance et elle me dit ce qu'elle espère de moi et quelles sont ses souffrances. Le jour où elle saura que dans mon regard, il peut y avoir est-ce que je mets fin ou est-ce que je ne mets pas fin à sa vie, est-ce qu'elle aura la même confiance pour me dire j'ai mal ou j'ai pas mal? Si j'ai mal, ça va être de la morphine et je mets fin. Si j'ai pas mal, on va peut-être continuer à s'occuper de moi. Est-ce qu'elle me dira la même chose? Moi, je pense qu'effectivement, la confiance sera rompue et que cette personne n'osera plus dire ce qu'elle ressent. Quelqu'un qui saura que je peux mettre fin, est-ce qu'il aura envie de me dire, ah, docteur, je suis très triste actuellement, j'aimerais mettre fin à mes jours. Combien de dépressifs m'ont dit, je veux mettre fin à mes jours, et aujourd'hui, je les revois, ils sont très heureux d'être vivants. Est-ce qu'un dépressif aura le courage de me dire, ah, docteur, j'aimerais en finir? Il sait que je ferai. Il peut me dire, j'aimerais en finir, puisqu'il sait que je vais pas le faire. Mais le jour où je pourrai le faire, celui qui me dira ça, eh ben, dis donc, le pauvre, il est bien inconscient, hein. Oh là là, oui, non, mais tu as parfaitement posé les problématiques de la fin de vie, c'est terrifiant en fait. C'est terrifiant et on aimerait que les Français prennent conscience de ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, à l'étranger, ces abus, ils ont lieu aujourd'hui. Est-ce que tu as des éléments sur ce qui se passe, par exemple, en Belgique, en Suisse ou au Canada? En fait, j'aimerais juste revenir sur une chose, c'est que ne pas vouloir mettre fin à la vie des gens, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas conscient qu'il y a des cas particuliers qui sont problématiques. Oui, bien sûr qu'il y a des cas difficiles, il y a des cas compliqués, j'en ai connu, mais on ne pourra pas aborder ces cas compliqués avec comme option la fin de vie, la mort, je décide de la fin. On doit trouver d'autres options et toutes les études l'ont montré, lorsque les soins palliatifs existent et qu'ils sont bien faits, les gens ne veulent plus mettre fin à leur vie. Donc le vrai sujet, c'est se donner les moyens de mettre des soins palliatifs efficaces en place, et on peut le faire. Ils ont couplé la loi effectivement avec les soins palliatifs, mais je suis pas sûr que les soins palliatifs soient leur principale motivation. Bah, on a, si ma mémoire ne me trompe pas, ils ont fermé pas mal de services de soins palliatifs. J'ai un souvenir à Paris dans un hôpital. Est-ce que toi, tu peux confirmer Alors, moi, je suis en Seine-Saint-Denis. Honnêtement, on n'a pas trop on arrive à avoir des gens effectivement en soins palliatifs et ça se passe correctement. Mais je connais d'autres personnes dans d'autres régions de France où là, c'est la dèche. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. là, c'est Donc là, effectivement, toujours pareil, vous vous retrouvez dans une situation où quelqu'un va se sentir inutile, va se sentir coûteux pour la société. Il n'y aura pas de soins palliatifs et on lui dira, il y a une solution, c'est effectivement de disparaître. Eh ben, ne croyez pas que les gens vont refuser cette solution, ils la prendront en pensant faire bien. Et ça, c'est Bah, catastrophique. moi, c'est le cas que, justement, je sais pas si tu l'as lu, mais au Canada, il y a une dame qui n'a pas reçu l'appartement dont elle avait besoin et qui, en conséquence, a mis fin à ses jours, qui a demandé une fin de vie. Voilà. C'est Typique. c'est- c'est notre société qui doit prendre soin des plus faibles. Et notre société doit être très fière de dire, tu es dans une position affaiblie, tu n'es pas bien, mais la société, elle est là, elle te laisse pas tomber. Et là, on va arriver dans une société qui dira, tu es affaibli, tu n'es pas tellement utile à la société, on a une solution pour toi, c'est de disparaître. Ouf, on n'est vraiment plus dans la même société. Et à partir du moment où on ouvre cette porte, la notion de qui est utile, qui n'est pas utile, ça va être très très large après. Hein, ça va être très très large. Je me souviens, il y avait un dessin humoristique comme ça. C'était un médecin qui procédait à une échographie. Et la dame, je lui disais, j'espère qu'il ne lui manque pas une jambe, parce que, hein, et puis elle disait aussi, puis j'espère qu'il ne sera pas myope. Et à ce moment-là, le médecin se retourne et il portait des lunettes. Et, et donc, on se rendait bien compte qu'il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Quand on ouvre une porte, après, c'est fini, quoi. Ouais. Bah, c'est peut-être sur ce mot qu'on va euh, se dire au revoir et puis on espère un épisode 3 un peu plus heureux cette fois. Merci Ouais, beaucoup, Franck. voilà, tout à Et fait. Et l'épisode 3, peut-être qu'on pourra parler de l'OMS et de tout ce qui s'est passé avec la corruption de l'OMS, parce que c'est un vrai sujet aussi. la corruption de l'OMS et peut-être aussi les politiques qui sont menées par Kennedy. On a parlé Oui, avant oui, oui. de Kennedy Avec quelques notamment. expérimentations sur les vaccinations et la protection qu'apporte la vaccination et des portes ouvertes sur de nouvelles découvertes, tout à fait intéressantes. Je suis choquée. Tout était prévu. Regarde cette vidéo, tu vas halluciner. C'est Jacques Attali qui avait eu ce discours et tu vas voir qu'il ne s'est pas trompé du tout. C'est exactement ce qui s'est passé. Regarde ça.
Jacques Attali, en 1980, alors conseiller de François Mitterrand, écrivait ceci. À l'avenir, il s'agira de trouver un moyen de réduire la population. Nous commencerons par les vieux, car dès qu'ils dépassent 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte cher à la société. Ensuite, les faibles puis les inutiles, qui n'apportent rien à la société, car il y en aura de plus en plus. Et surtout, enfin, les plus stupides. Une euthanasie ciblant ces groupes. L'euthanasie devra être un instrument essentiel de nos sociétés futures, dans tous les cas de figure. On ne pourra bien sûr pas exécuter les gens ou faire des camps. Nous nous en débarrasserons en leur faisant croire que c'est pour leur bien. La population trop nombreuse, et pour la plupart inutile, c'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement, plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. On ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens, vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoquerons, une pandémie qui cible certaines personnes, une crise économique réelle ou pas, un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe. Les faibles y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris bien soin d'avoir prévu le traitement, un traitement qui sera la solution. La sélection des idiots se fera ainsi toute seule, ils iront d'eux-mêmes à l'abattoir. L'avenir de la vie, Jacques Attali, 1981. Comme t'as pu le voir, Jacques Attali avait tout prévu et ça en 1981. C'était le conseiller le plus proche de François Mitterrand et il avait prédit tout ce qui se passe en France et qu'est-ce qu'ils allaient faire de nous, de nos anciens, de nos jeunes. En tout cas, moi, je suis choquée. Et moi, ce qui me fait peine aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de cercueils. Cette année, j'ai fait le tour de France plusieurs fois. J'ai rencontré notamment des dirigeants de pompes funèbres dans des grandes villes de France qui me disaient, professeur Perron, si vous voulez faire fortune aujourd'hui, n'ouvrez pas un casino, vous ouvrez l'entreprise de pompes funèbres. Parce que là, c'est le jackpot. Il y a des morts, on ne sait plus quoi en faire. Et même des enfants, des morts-nés, des nouveaux-nés, on en a plein les terrains. C'était officialisé par le gouvernement français. Ils ont rallongé à l'automne dernier le délai officiel pour inhumer quelqu'un. Ah ben, il y a embouteillage dans les cimetières, dans les crématoriums. Et moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai appris ça. Puis en plus, quand il y a les autopsies ont été quasiment interdites en France, sauf dans des cas exceptionnels. C'est bizarre quand même, alors que ça a été fait aux États-Unis, en Allemagne, puisque le pic de mortalité n'est pas apparu avec le Covid, il est apparu avec l'inoculation du produit expérimental qu'ils ont appelé vaccin. Et là, c'est un pic maintenant qui est gigantesque au niveau mondial. Et là, d'un seul coup, il y a un Himalaya depuis 2021. Et quand d'un seul coup, il y a plus d'effets secondaires, quand je dis plus, c'est un truc gigantesque, sur un seul produit, que 20 vaccins pendant 20 ans, ça peut pas être une coïncidence. Ça, c'est mathématique, hein, faut pas me raconter des sornettes. Hein. Maintenant, on sait totalement qu'il y a un lien direct. Et ces gens qui pratiquent des autopsies, avant, quand quelqu'un mourait d'un infarctus, d'un AVC, quand on faisait l'autopsie, les caillots qui bouchaient les vaisseaux sanguins pour obstruer le cœur ou le cerveau, ils étaient rouges et un peu friables. Et maintenant, quand les gens meurent après l'inoculation, c'est pas des caillots rouges, ils sont blanchâtres, ils sont caoutchouteux, ils contiennent pas de la fibrine, mais du fibrinogène. Ils peuvent faire 20-30 cm. Et quand ils les extraient, et même des chirurgiens cardiaques ont montré des photos, ils enlevaient des caillots comme ça. Quand ils les sortent, ça ressemble à un calamar. Dans leur jargon, maintenant, c'est triste, ils appellent ça. Ça ne se voyait pas avant. Jamais, je l'ai jamais vu. Ça s'appelle les calamars. Heureusement, le Sénat a vidé de son contenu la loi sur la fin de vie. Le Sénat rejette la loi sur l'aide à mourir qui est renvoyée à l'Assemblée nationale. Il va falloir être mobilisé pour faire pression sur les députés pour que cette loi abominable ne passe pas. Pour Macron, la fin de l'humanisme chrétien occidental, c'est son projet. Et tout cela pour plaire à ses maîtres mondialistes de Davos. Heureusement, le Sénat a vidé de son contenu la loi sur la fin de vie. Le Sénat rejette la loi sur l'aide à mourir qui est renvoyée à l'Assemblée nationale. Il va falloir être mobilisé pour faire pression sur les députés pour que cette loi abominable ne passe pas. Pour Macron, la fin de l'humanisme chrétien occidental, c'est son projet. Et tout cela pour plaire à ses maîtres mondialistes de Davos.